Alors, juste un mot, si vous le voulez bien sûr, mais ça a été dit par madame, donc je vais être assez bref. Je voudrais juste vous dire que jusqu'à présent, quand on parlait de la situation de l'emploi dans le marché du travail francilien, on disait, bon, en gros, ça va pas très bien, mais c'est plutôt mieux que le reste de la France. C'est-à-dire qu'on avait toujours, vous savez, un décalage lié au dynamisme économique, et donc on avait toujours, d'une part, des chiffres, taux de chômage, évolution, pourcentage d'évolution de la demande d'emploi en fin de mois, qui était évolution de l'intérim, évolution de l'emploi salarié, qui était plutôt moins défavorable hein, que les autres régions, de France. En fait, la situation, on peut dire qu'il y a un basculement. On a une résistance jusqu'au printemps 2012, mais depuis, on a la multiplication de signaux pas très positifs. Alors, ça a été dit. Moi, je me méfie toujours des chiffres parce qu'en fait, et des pourcentages, parce que comme disait, je crois, une intervenante tout à l'heure, Madame Deveau, tout à l'heure, c'est des personnes derrière des personnes. Et là, en l'espèce, quand on regarde les chiffres qui sont sortis hier, hein, bon, la presse. D'accord, plus de 3 millions 11 000 chômeurs, demandeurs d'emploi, etc., en catégorie A, etc., c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout travaillé. Quand on regarde en Ile-de-France ce que ça donne, on est à une augmentation sensible de la demande d'emploi, puisqu'on est à exactement 559 730 personnes inscrites en catégorie A, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout de travail. Hein, vous savez, catégorie A, pas du tout de travail, catégorie A, B, C, pas du tout de travail, plus ceux qui ont un peu travaillé dans le mois. Donc là, quand même, on est à 560 000 en fait en Ile-de-France de personnes qui n'ont pas du tout de travail et 785 900 en ABC. Donc ça veut dire qu'on approche les 800 000. On veut dire que le niveau actuel de la demande d'emploi à fin août 2012 n'avait jamais été atteint en Ile-de-France depuis 1996, début des séries ABC. Hein. Donc on a vraiment un 16e mois consécutif de hausse du nombre des demandeurs d'emploi en ABC, qui est quand même là une inflexion particulièrement mauvaise, hein, tout à fait mauvaise. Hein. C'est la conséquence, cette hausse du chômage, d'un emploi régional qui stagne. Hein. Il y a une croissance nulle au second trimestre, d'après l'URSSAF, hein, puisqu'on a une toute petite hausse en Ile-de-France de 0,3% d'un an. Alors quant aux jeunes, parce que j'y reviendrai, vous me voyez venir avec mes gros sabots, la demande d'emploi des jeunes a un peu diminué en août, mais elle reste au plus haut depuis 2004. Hein, elle reste au plus haut depuis 2004. Donc on a vraiment une dégradation de la situation d'emploi des jeunes. Alors jusqu'à présent, on n'était pas dans cette configuration. La situation se dégrade au printemps. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les indicateurs se cumulent, puisque l'intérim se rétracte, ça y est, et notamment dans les secteurs qui étaient jusqu'à la porteur, bâtiment, l'automobile, bon bien sûr, c'est pas une révélation, hein, voilà, mais on a aussi une cinquantaine de plans de sauvegarde de l'emploi qui arrivent à la directe dans tous les services de la directe par mois depuis mai 2012. Hein. Donc, vous voyez, on a une conjonction de facteurs qui sont quand même pas bons. Hein, pas bons, et du coup, derrière, on est dans la lignée de ce qui se précède. C'est-à-dire qu'une personne qui est en contrat d'intérim et qui perd son emploi, qui ne le retrouve pas, l'augmentation du chômage de longue durée, parce que c'est là-dessus que je voulais finir, c'est qu'on a deux autres catégories de personnes dont on ne parle pas beaucoup on commence à en parler maintenant, mais je le dis régulièrement dans les enceintes régionales, c'est le chômage de longue durée, mais vous êtes au quotidien, vous n'avez pas besoin de vous le dire, vous êtes au quotidien et vous êtes au contact des personnes, mais l'augmentation des demandeurs d'emploi de longue durée, plus d'1 an, mais aussi plus de 2 ans, plus de 3 ans, et des demandeurs d'emploi âgés de 50 ans et plus. Et il y a plus, pour les demandeurs d'emploi de 50 ans et plus, les pourcentages, vous les lirez, je ne vais pas vous les... On peut passer, vous verrez donc là, dans les documents que je vous remettrai, mais c'est plus seulement l'explication mécanique de la dispense de recherche d'emploi. Hein. On est dans une véritable dégradation de la situation objective des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Pôle emploi est aussi, dans sa collecte des offres, dans un niveau qui stagne assez bas. Hein, donc ça veut dire qu'on a véritablement un souci. Et dans les inscriptions, dans les sorties, les motifs de sortie de Pôle emploi, on a de plus en plus de contrats de sécurisation professionnelle. Vous savez, c'est le dispositif obligatoire en cas de licenciement économique ou de licenciement économique. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Juste vous signalez que évidemment la réalité locale est très différente. Entre Seine-Saint-Denis et par exemple Essonne, entre Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et Essonne, on a des situations très différentes. Mais que là encore il faut relativiser parce que bon, les demandeurs d'emploi, les salariés, vous savez, il y a la notion d'inscription de domicile hein, et le chômage importé, il faut se méfier des chiffres, mais quand même ça nous donne des tendances et vous voyez qu'on a des réalités locales qui sont assez différentes. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étendre, mais il y a 6 mois je serais intervenu devant vous, j'aurais été peut-être un peu moins négatif, mais là c'est vrai que la situation n'est pas bonne. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être un mot, mais ça vous a déjà été dit, sur ce qu'on peut vous dire aujourd'hui du dispositif emploi d'avenir. Alors, ce que je vous dis est extrêmement, je pense que Monsieur le Ministre, qui vient après, hein,
tout à l'heure vous en redira 2 mots. Le dispositif emploi d'avenir s'inscrit dans une politique plus globale, hein. Donc on a la métaphore interstellaire de Michel Sapin qui dit on a 3 fusées de la politique de l'emploi, hein. On a eu la première fusée, c'était le prolongement des contrats aidés. On était sur les contrats aidés CAE, CIE en véritable vigilance sur le taux de consommation des crédits, hein, à partir de maintenant, là, septembre-octobre. Donc le gouvernement a décidé de prolonger l'effort et dire vous continuez la prescription en CAE et en CIE, ce qui était une vraie interrogation, hein, une vraie question. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Deuxième étage, bah, c'est l'emploi d'avenir. Alors je vous propose d'y revenir, ça a été évoqué, hein, par l'intervenante précédente. Ce que je vous en dis, c'est, comme ça a été dit, on est dans un cadre qui évolue encore, qui peut encore évoluer. Et on a bien vu entre la petite loi donc, qui est sortie de l'Assemblée nationale le 25 septembre et puis le texte qui est sorti du Sénat là, cette semaine, on voit qu'on a des évolutions qui ne sont pas neutres, hein. Je prends un exemple, les structures d'insertion par l'économie qui ont été identifiées comme étant employeurs, hein, dans le projet d'article qui prévoit les employeurs susceptibles d'embaucher des emplois d'avenir. Donc on voit que les marges d'évolution ne sont pas nécessairement faibles. Donc ce que je vous dis, c'est sous réserve de ce qui va se passer. Alors ce que je vous propose, c'est juste un rappel, étant entendu que dans mon esprit, j'ai bien en tête l'alerte du président Balmary sur du secteur de l'UNIOPS, hein, sur les questions de financement, surtout au regard de ce qui suit. Alors les emplois d'avenir, je vous le rappelle, c'est vraiment dans une approche plus globale, hein, puisque vous avez vu que le gouvernement s'attaque à l'emploi des jeunes dans une approche globale, lutte contre le décrochage, problématique de la réussite scolaire, mobilisation de l'alternance. L'alternance, vous savez, apprentissage, contrat de professionnalisation, qui est une affaire qui marche en Ile-de-France, hein, globalement, ça marche bien, même si on attend de voir les chiffres pour la rentrée là, qui vient en apprentissage, mais jusqu'à présent, ça marche bien. On a un enjeu, c'est l'entrée des jeunes non qualifiés dans l'apprentissage. On a un vrai sujet sur lequel on travaille, faire en sorte que les missions locales, notamment, puissent mieux travailler avec les CFA, puissent mieux faire rentrer les jeunes qui sont vraiment sans qualification dans les cursus d'apprentissage. Ça, c'est un enjeu. On a 2% des jeunes qui viennent des missions locales qui rentrent dans l'apprentissage. Nous, on veut doubler ce pourcentage. Donc, on est vraiment sur un ensemble et avec le conseil régional, hein, dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens 2011-2015, hein. Donc on est mobilisé, mais vous avez vu que lors de la grande conférence sociale qui a été évoquée de juillet, il a été bien dit qu'il fallait travailler sur les jeunes peu ou pas qualifiés. Et dans les 15 engagements passés entre l'État et les régions, vous savez, le président de la République et les présidents de région, le Premier ministre et les présidents de région ont justement pris un engagement, moins 50% de jeunes sortant sans qualification du système scolaire en 5 ans. Alors ça c'est le cap. Ensuite, il va falloir travailler concrètement, opérationnellement sur l'ingénierie régionale. Voilà, donc ça c'est le global. Alors, sur le sujet, c'est bien entendu, on ne peut pas présenter l'emploi d'avenir sans parler du contrat de génération, même si les temporalités sont un peu différées, hein, c'est évident. Et naturellement, il faut parler aussi, il faut que je vous dise tout de suite que, et ça a été évoqué par madame, mais c'est très important, on a en même temps une négociation interprofessionnelle qui est engagée sur la sécurisation de l'emploi avec plusieurs axes, hein. Vous avez vu que le gouvernement, le ministère du Travail a saisi par 2 notes d'orientation les partenaires sociaux, le 4 septembre sur le contrat de génération. En gros, il dit, mais on vous donne un cadre. Maintenant, à vous de travailler, les partenaires sociaux, travailler sur la mise en œuvre avec quelques règles intangibles. Je vais y revenir tout à l'heure. Et il y a une autre négociation, un autre document d'orientation qui a été envoyé aux partenaires sociaux le 7 septembre, qui est tout aussi important et qui parle de sécurisation d'emploi. Je vais quelques exemples. Il dit qu'il faut refaire que le CDI, alors ça c'est l'incantation, mais redonner toute sa place au contrat à durée indéterminée, comment on travaille opérationnellement sur ce sujet. Il dit qu'il va falloir sécuriser les procédures de licenciement collectif, de licenciement pour motif économique. Il est très difficile d'admettre que plusieurs mois après, voire plusieurs années, une procédure soit invalidée avec les conséquences qui s'en suivent pour l'entreprise et les salariés, d'ailleurs au demeurant. Donc c'est un sujet, je pense, qui vous parle bien quand on regarde l'actualité. Donc il y a vraiment ce sujet. Et comment on travaille pour déprécariser, pour renforcer la protection, notamment le temps partiel subi et le travail temporaire. Donc on a des sujets qui touchent les jeunes. C'est-à-dire que véritablement on a un sujet qui touche les jeunes, et les autres aussi. Mais voilà, donc c'est un paquet global dans lequel s'inscrit l'emploi d'avenir. Dispositif qui ne sera connu, dont l'économie globale ne sera connue véritablement que mi-octobre, comme ça a été dit. Alors, néanmoins, ce qu'on peut dire, vous le savez, je ne vais pas vous le refaire, je crois qu'on vous a remis un beau document de 350 pages où il y a tout dedans, hein. Vous avez un manuel, non, qui vous a été remis, donc vous trouverez les choses. Je crois vraiment ce qu'il faut dire quand même, c'est une des questions qu'on aura entre nous.
c'est qu'on est vraiment avec ces dispositifs sur les jeunes peu ou pas qualifiés et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ça, c'est la définition du texte de la loi au jour d'aujourd'hui. Donc on n'est pas sur la logique des emplois jeunes, nouveau service emploi jeunes de 1998. On est véritablement dans une approche jeune, peu ou pas qualifiée, dans des activités qui présentent, vous l'avez vu, un caractère d'utilité sociale, virgule, ou environnementale, ou qui ont un fort potentiel de création d'emplois. Donc vous voyez qu'on a une définition assez large. Et en priorité, mais on dit bien en priorité, parce que tous les jeunes peuvent accéder au dispositif emploi d'avenir, mais en priorité, les jeunes qui résident en zone urbaine sensible, en zone de revitalisation rurale, ou dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés d'accès à l'emploi. Alors je voulais vous dire, vous avez remarqué qu'entre le projet de loi, la petite loi, et maintenant, on a changé. Vous savez, il y avait à l'époque dans les zones d'emploi dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale. Bon, c'était un peu, pour tout dire, quand on commençait à regarder, on a fait des cartes, on a regardé les chiffres, etc. On s'est dit, c'est un peu complexe, quoi, hein. Et donc en fait, d'abord parce que le taux d'emploi des jeunes territorialisé remontait à une série de 2009, c'est très complexe, et puis c'était très difficile à mettre en œuvre et difficile à expliquer. Donc en fait, là on a une notion qui est plus ouverte. En réalité, il va falloir qu'on travaille sérieusement, avec quand même l'idée de ne pas segmenter, de ne pas fragmenter le dispositif et de ne pas le rendre plus difficile d'application qu'il ne pourrait l'être, hein. Donc il faut faciliter sa mise en œuvre. Vous avez vu qu'il y a une dernière catégorie, et je ne vous parle pas des emplois d'avenir professeurs ici, qui sont les jeunes de moins de 30 ans, enfin en tout cas les personnes de moins de 30 ans qui bénéficient de la reconnaissance de travailleurs handicapés et qui sont peu ou pas qualifiés, hein. Donc il y a aussi cette catégorie que vous avez identifiée. Donc voilà le public. Alors bien entendu, on a tous compris que la difficulté, elle est majoritairement là, bien sûr, hein, sur le public. On est sur des jeunes sans qualification, peu qualifiés, donc ça nous pose un certain nombre de questions d'accompagnement, d'ingénierie de formation, voilà, parce que c'est moins facile effectivement que des jeunes qualifiés. Alors, les employeurs concernés, vous. Je pense que le ministre qui va venir va vous en parler fortement, et bien sûr, puisqu'on est sur des activités qui ont une utilité sociale, je vous l'ai dit dans la définition, je n'y reviens pas. Ce que je peux vous dire, c'est que pour identifier les filières et les métiers, on travaille étroitement avec les acteurs du territoire, le conseil régional bien sûr, on a déjà eu plusieurs réunions, les prescripteurs que sont les missions locales principales, mais aussi Pôle emploi, il y a terme Cap emploi, les partenaires sociaux qui seront associés, les têtes de réseau, hein, et les organisations régionales, hein, les collectivités territoriales, parce que il va falloir qu'on identifie les filières et les métiers porteurs sur ce type d'emploi. Donc vous voyez que les associations, les structures d'insertion par l'activité économique, hein, suite à l'amendement passé au Sénat, les groupements d'employeurs, insertion, qualification, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, nouvel ajout d'ailleurs également, donc les sociétés d'économie mixte par exemple, sont également visées. Les particuliers non, l'État non. Donc, sauf les emplois d'avenir professeurs, hein, bien sûr, hein, mais voilà. Et le secteur marchand, les entreprises, sur des filières bien identifiées et cadrées par décret. Donc voilà, on est vraiment typiquement sur un dispositif avec sa spécificité et sa complémentarité en termes de positionnement par rapport aux autres dispositifs sur des jeunes peu ou pas qualifiés. Voilà pour les employeurs. Alors le type de contrat, vous avez vu qu'en fait sur le type de contrat, on est le choix du contrat, c'est un contrat unique d'insertion, hein, c'est le CAE ou le CAE avec une aide qui a été annoncée à 75% hein, du salaire brut, donc on est sur l'ingénierie classique du contrat d'accompagnement dans l'emploi, ou 35%, hein. Donc on est vraiment sur un contrat aidé existant en fait, qui est associé à un contrat à durée indéterminée ou à un CDD qui sera dans ce cas-là de 3 ans, 12 mois éventuellement dans certains cas, mais renouvelable jusqu'à 36 mois, et qui sera en principe à temps complet, hein, sauf accord du salarié pour être à temps partiel. Alors avec bien sûr la question qui se pose qui va se poser à nous, c'est de l'organisation de la formation pendant le temps de travail ou à côté, dit le projet de texte, hein. Vous avez vu que dans les débats parlementaires, l'enjeu très fort qui a été posé, bien sûr, c'était l'enjeu d'abord de l'accompagnement, de la formation, du suivi social et professionnel.
qui peut être réalisé par les missions locales, Pôle emploi, les accompagnants habituels, mais aussi l'enjeu très fort de l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables qui peuvent être reconnues, alors soit par des attestations de compétences, une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, ou alors une VAE, mais avec le problème de 3 ans sur la VAE qui est un peu compliqué. Voilà. Donc on aura une exigence du côté de la formation et du côté de l'accompagnement. Donc l'aide, je vous en ai parlé. La demande va décrire un certain nombre de choses. En principe, la demande d'aide. Et bien entendu, au-delà de tout ça, la question majeure, c'est pour ça que je parlais de seaux de goudron et de sacs de plumes. La question majeure, c'est la petite association qui a des difficultés à fonctionner, qui peut être en difficulté, va avoir besoin. Moi, j'ai bien entendu ce que disait le président Balmary, une inquiétude, mais un intérêt. Va avoir besoin d'un accompagnement. Donc, on est parfaitement conscient du fait qu'il va falloir mettre en place, qu'il faut mettre en place, si on commence à y travailler, un accompagnement au montage du projet et de l'idée au projet et au montage du projet. Donc, on est en train de travailler avec le conseil régional, avec les prescripteurs, avec un certain nombre d'acteurs sur lequel on va. Avec les OPCA également, avec la CRES, ça a été évoqué, on l'a évoqué l'autre jour quand on s'est vu, le 21 septembre, donc pour travailler sur l'accompagnement. Donc on a véritablement un enjeu majeur sur ce sujet, on en est totalement conscient, étant entendu qu'on va aussi travailler avec les collectivités locales, et vous avez vu que les collectivités locales sont un employeur majeur sur le sujet. Pour ce qui est de la CRES, j'étais hier matin en conseil d'administration de la CRES et donc un rendez-vous va être organisé très vite. Ben merci Monsieur Coste, oui. Alors, je ne reviens pas sur le timing, il vous a été donné. Voilà. Simplement, effectivement, comme disait Madame tout à l'heure, adoption du texte le 9 octobre, on aurait les décrets d'application qui sont en cours de préparation, qui sont en train de résoudre des problèmes, notamment sur donner des cadrages sur le niveau de qualification du jeune. Quel est le niveau de qualification, comment on le détermine, parce que c'est une vraie question quand même. A priori niveau 4, niveau 5, bon, il faudra qu'on soit assez précis, qui va donner des cadrages notamment sur un certain nombre de choses, et notamment on aura des dispositions spécifiques quand vous regardez le projet de loi on aura un décret spécifique sur les conditions. Alors je vous le relis parce que ça nous concerne là directement. Il y aura des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir qui seront créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes pour favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes. Donc on aura un texte spécifique réglementaire. On attend 5 ou 6 décrets d'application qui vont quand même cadrer les choses. On attend aussi des conventions nationales. D'abord, on attend que le texte soit revu en commission mixte paritaire parce que là c'est vrai qu'il peut se passer encore des choses. On attend les conventions nationales qui vont être signées, qui vont cadrer les choses. Ça vous rappelle des exercices bien connus. Voilà. Et donc on aura le décret d'application des conventions nationales qui vont préciser les choses. Ce que je veux vous dire quand même, c'est qu'on est très vigilant à faciliter le plus possible le déploiement des emplois d'avenir en prenant en compte les difficultés qui nous remontent déjà. Je peux vous dire que quand Mme Lépée et M. Cos viennent me voir, ils ne viennent pas me voir pour me parler du beau temps. Donc c'est assez précis. Donc, et puis les têtes de réseau associatifs nous le disent, on a vraiment un enjeu fort pour réussir ce dispositif au profit des jeunes. C'est pas notre sujet. C'est de vous accompagner, de vous aider dans la mise en œuvre du dispositif. Alors on travaille beaucoup avec le conseil régional aussi, bien sûr, pour articuler les dispositifs, parce qu'une des questions, ça va être l'articulation des dispositifs les uns par rapport aux autres, bien sûr. Et surtout de faire en sorte qu'on ait un parcours, parce que ce qui est intéressant, c'est la notion de parcours. On va prendre des jeunes qui sont loin de l'emploi pour des raisons diverses ou variées. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de diplôme et qu'ils n'ont pas de qualification, qu'ils n'ont pas de talent, vous le savez très bien. Mais par contre, il faut les préparer. Donc il faut qu'on fasse une ingénierie. Et on va beaucoup travailler là, la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, avec les OPCA également, les OPCA concernés, parce que bien entendu, ils ont à la main les financements de la formation, ils ont un savoir-faire en termes d'accompagnement, et mobiliser également les dispositifs locaux d'accompagnement, les DLA, qui aident les associations à monter leurs projets. Donc on est en train de réfléchir de manière très globale avec le conseil régional, Pôle emploi, et dès la semaine prochaine avec les missions locales, 18 octobre, non pas tout de suite, enfin dès les 2 semaines qui viennent avec les missions locales, sur un dispositif, essayer de fournir un paquet qui soit
engageant, pas laisser la petite association, ce que je dis petite association, c'est pas méprisant, hein, attention, hein, c'est l'association de petite taille, notamment, confrontée à une difficulté d'embauche, hein, parce qu'on a bien senti l'intérêt et en même temps les questions que vous pouviez vous poser sur le dispositif. Voilà, donc vous avez vu que l'entrée en vigueur du dispositif, c'est a priori le 2 novembre 2012, donc ça a été un rythme qui a été accéléré, hein, mais on voit bien que la situation de l'emploi est telle qu'il faut agir vite, hein, de toute façon. Voilà, donc ça mais ce dispositif emploi d'avenir, alors dites pas contrat d'avenir parce que ça... Je me suis fait ramasser 2-3 fois déjà, alors j'ai mis 2 € dans le cochon, voilà, donc c'est bien emploi d'avenir. Là, il est indissociable du dispositif qui est en cours de négociation, comme on vous l'a expliqué, entre partenaires sociaux, qui est le contrat de génération, puisque ce dispositif du contrat de génération s'adresse à tous les jeunes. S'adresse potentiellement à tous les jeunes, hein, en CDI dans l'entreprise. Et vous avez vu, je ne vais pas m'étendre trop, mais c'est un dispositif surtout qui présente, déjà cadré par le gouvernement dans sa note d'orientation aux partenaires sociaux, dit il va falloir, puisque ça commande l'aide, et c'est le gouvernement qui paye, donc c'est l'État qui paye, donc c'est lui qui donne l'ingénierie du dispositif, il dit en gros, on a les moins de 300, les plus de 300. Dans les établissements, des entreprises de plus de 300, associations de plus de 300, vous avez l'obligation selon des modalités qui restent à déterminer, parce que c'est pas encore déterminé. Il y a effectivement un travail entre la Direction générale du travail, la Direction de la sécurité sociale et la DGEFP, la délégation à l'emploi, sur l'articulation entre les accords seniors et les accords contrats de génération, qui ont vocation à les absorber, hein, selon des modalités qui restent, et un timing qui reste à déterminer, qui va nous être donné assez vite. Là, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Mais on voit bien que plus de 300, c'est signe un accord ou un plan d'action, et je signe un accord priorité forte à l'accord, et si je signe, en prenant des engagements sur le contenu des emplois maintenus, sur le nombre de jeunes embauchés, sur les modalités de tutorat, parce que l'idée c'est de faire tutorer, de faire accompagner un jeune de 16 à 25 ans par un salarié âgé de plus de 57 ans à ce stade, c'est la borne posée. Jusqu'à 57 ans on garde et on organise le tutorat jusqu'à la liquidation de la pension de retraite. On voit bien qu'on a plus de 300, si je signe pas l'accord, si je mets pas en place le dispositif, je perds le bénéfice des allègements de cotisation sociale générale, hein, jusqu'à 1,6 fois le SMIC, et en plus il est possible que j'ai une pénalité financière dans l'économie du dispositif. Donc on est plutôt dans un dispositif, faut y aller, autrement c'est pas bien. Moins de 300, on est dans une logique complètement différente, puisqu'on dit bah là c'est un contrat individuel entre l'employeur, le jeune, et puis le salarié de 57 ans. À ce stade, donc, et à ce moment-là, on a non seulement le maintien des allègements, mais en plus, il y aura une aide forfaitaire. Alors, je ne peux pas m'engager, je ne peux pas vous dire le montant forfaitaire de cette aide qui accompagnera chaque contrat de génération, puisqu'il change régulièrement. Donc, je ne veux surtout pas à ce stade, et puis en plus, je suis filmé, donc c'est ça. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises comme vous me ressortiriez dans 6 mois dans une lettre collective, voilà. Voilà. Non, plus sérieusement, voilà, on peut pas s'engager plus à ce stade. Donc, vous avez vu que c'est la présentation d'un texte avec la perspective d'un projet de loi très vite et une montée en puissance dès le premier trimestre et à partir de mars 2013, et des timings qui vont être cadrés notamment sur les actuels accords seniors, qui doit être très précisément déterminé. Donc, on sera très présent à vos côtés pour faire de la pédagogie, de l'accompagnement et vous expliquer l'articulation des règles et le montage des contrats. À ce stade, je ne peux pas en dire beaucoup plus puisque les partenaires sociaux négocient chaque semaine sur le sujet. Mais on voit bien que les deux dispositifs sont vraiment étroitement liés et répondent à un double objectif de gestion des âges, là pour le coup, hein. Voilà. Sur l'actualité, alors juste un mot mais je ne voudrais pas vous accabler trop d'informations, sur le sujet de l'accompagnement et de l'insertion des personnes handicapées. Je voulais juste vous dire il se trouve qu'on avait un comité de pilotage, là, c'était en début de semaine sur le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Donc, juste vous dire que le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés que nous pilotons est une démarche qui marche pas mal, qui réunit depuis le début de l'année 2011 en réalité un collectif de partenaires qui agissent sur le champ de l'emploi, donc maintien dans l'emploi, hein, c'est une problématique forte, mobilisation des employeurs et puis accès à la formation professionnelle et à l'emploi. C'est les 3 objectifs majeurs, hein, et qui permet de faire travailler l'ensemble des acteurs que vous avez sous les yeux. Là, je vous les redis pas, de travailler ensemble au profit de l'insertion des travailleurs handicapés sur ces 3 axes, hein. Donc, les publics, c'est à la fois les demandeurs d'emploi, bien sûr, hein, c'est à la fois les salariés qui bénéficient de l'obligation d'emploi, mais c'est aussi les établissements eux-mêmes.
et notamment les établissements assujettis à l'obligation. Donc le PRIT, c'est un outil important. Je voulais vous dire simplement que si vous voulez plus d'informations sur le plan régional insertion des travailleurs handicapés, qui est comme un outil qui permet de mettre en synergie pas mal d'actions hein, et de faire des choses très concrètes, vous avez le site. Hein. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir d'ici, www.prithidf.org. prithidf, comme Île-de-France.org. Voilà, de toute façon, vous aurez je vous laisserai le diaporama. Voilà, donc vous avez notamment quand vous voulez mener une action, vous avez un certain nombre de questions sur du montage de projet ou la connaissance d'actions. Vous pouvez aller vous renseigner sur ce site et ensuite appeler le département politique de l'emploi à la directe et notamment Marie-Yanovitch-Durand qui suit cette opération. Hein. Voilà, donc juste pour vous rajouter aussi, mais je pense qu'on a des entreprises adaptées dans la salle, je suppose, hein, vous dire que l'autre point de vigilance très fort pour nous et l'autre action majeure qu'on mène sur l'insertion des personnes handicapées, c'est bien sûr à l'issue de la réforme du secteur protégé de 2005, on a un paysage francilien qui est structuré avec 62 entreprises adaptées qui sont agréées, 1600 adaptations au poste de travail financées, donc c'est une chose assez importante, et que l'annuaire des entreprises est disponible sur notre site internet. C'est pour nous, les entreprises adaptées, une grande vigilance. Les premiers arbitrages, les premiers éléments de cadrage, mais je suis très très prudent là encore, laissent supposer, si ce n'est une augmentation, du moins un maintien des financements, ce qui prouve l'importance que le ministère du Travail et de l'Emploi accorde à ce secteur. Hein. C'est vraiment quelque chose de particulièrement important. Voilà, donc sachez que ça se situe aussi donc, au département politique de l'emploi. Pour finir ce tour d'horizon, pour compléter ce tour d'horizon sur le champ, cette fois-ci pour continuer l'illustration pratique de l'organigramme, je voudrais vous dire un mot de la politique du travail. Alors, juste 2-3 illustrations très concrètes. Nous travaillons beaucoup avec les partenaires CRAMIF, Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, l'ARS bien sûr, mais aussi l'ADRIE, hein, et les services de santé au travail sur un plan régional de santé au travail qui est sur 5 ans en fait, et qui définit pour la région Île-de-France les priorités de la santé au travail. Et donc qui donne un cadre d'action à l'ensemble des partenaires, hein, partenaires sociaux également, sur le champ de la santé au travail. C'est-à-dire qu'en fait, on définit des axes, on fait un diagnostic partagé et on définit des axes de travail. Et chacun se positionne sur ces axes. Par exemple, l'ARS, par exemple la CRAMIF, par exemple les services de santé au travail, par exemple la directe, bon voilà bien sûr on agit sur ces sujets, donc on a l'intérêt c'est que c'est une action multipartenariale, je pense notamment à certains sujets type l'amiante. Bon, bah, l'amiante, très concrètement, vous avez vu que le décret du 4 mai 2004 durcit les conditions de la réglementation sur l'amiante, hein, ça vous a sans doute pas échappé. C'est des sujets, la problématique amiante, qui sont lourdes, hein, qui sont difficiles, qui sont en plus très chargés. Il faut être extrêmement vigilant à tout le niveau, et ça touche à la fois les salariés, bien sûr, les salariés des entreprises intervenantes, mais aussi des entreprises utilisatrices. Ça concerne aussi le grand public, le consommateur, ça concerne tout le monde. Et donc on travaille en lien avec la CRAMIF, avec l'ARS et avec voilà, l'ADRIE, puisqu'il y a des questions d'évacuation des déchets sur les questions d'amiante. Donc c'est un des sujets, par exemple, du plan régional santé-travail. En tout cas, dedans, on a un diagnostic partagé, on a des actions extrêmement précises sur des sujets comme les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, les troubles musculo-squelettiques, hein, qui sont des choses qu'on trouve notamment dans le secteur hospitalier, hein, dans le secteur du soin. Hein. Les TMS sont quand même la première cause de maladie professionnelle en France, hein, c'est quand même quelque chose de redoutable. Donc la question des troubles musculo-squelettiques est dans votre secteur, notamment le secteur du soin, une problématique forte. Les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, alors bon, ensuite, voilà, la question c'est comment on est capable d'appréhender cette problématique qui a émergé fortement depuis 10 ans, 12 ans, mais qui est très forte. Alors après, il faut savoir l'apprécier correctement. Le suivi médical des intérimaires, etc. etc. J'en profite pour vous dire que sur ce sujet de la santé au travail, c'est un champ qui est large, mais qu'en tant qu'employeur, auquel on n'est pas nécessairement préparé. Hein. Je vous le dis, peut-être que vous êtes peut-être des grands spécialistes de la santé au travail, mais c'est un sujet qui est complexe, qui est extrêmement divers et puis difficile à appréhender. Vous avez un site que vous connaissez sans doute déjà, mais que je vous redis, parce qu'il est vraiment très pédagogique et très pratique. C'est-à-dire qu'on peut, même pour celui qui n'y connaît rien, il comprend assez vite en principe. Moi, je l'ai regardé, je comprends. Donc, c'est le site travaillermieux.gouv.fr.
travaillermieux.gouv.fr. Pour vous, le soir, quand vous rentrez à la maison après une rude journée de labeur et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien regarder la problématique des risques psychosociaux ou de l'organisation du travail, ou cet entretien, non mais quand vous avez, parce que vous êtes très motivé, donc à 10h du soir, vous rentrez chez vous, vous dites, tiens, j'ai raté mon entretien d'évaluation, vous allez voir le site travaillermieux.gouv.fr et je vous le dis avec beaucoup de sérieux, vous avez beaucoup d'informations très pratiques dessus. Je vous donne un exemple, on a fait des petits films. Alors vous avez un film, c'est l'entretien professionnel raté. Entretien d'évaluation raté. Alors on fait toujours des retours douloureux sur soi-même dans ces cas-là. Hein. Et vous avez l'entretien professionnel plutôt réussi. Non, je vous le dis sous un mode un peu badin, mais c'est très important et c'est un outil qui est vraiment très utile. Vous avez notamment des choses très sérieuses sur l'amiante, sur les troubles musculo-squelettiques, sur l'organisation du travail, etc. Donc je vous invite sur la réglementation, CHSCT, etc. Je vous invite vraiment, parce que je sais que le soir, quand vous rentrez, vous avez encore beaucoup de temps, à aller voir sur travaillermieux.gouv.fr, qui est un site du ministère du Travail, hein, qui est vraiment extrêmement intéressant. Vous y trouverez notamment, en principe, le travail qu'on a réalisé sur la côté DGT, Direction Générale du Travail, sur la charte des bonnes pratiques à destination des consultants. Hein. Donc regardez, parce que c'est un travail qui est engagé depuis longtemps et je sais que quand on est dans l'action au quotidien, vous êtes dans l'action au quotidien, vous êtes confronté à des problématiques de ressources humaines, regardez le sujet, ça peut vous donner des idées. Alors j'en ai pas amené ici, c'est dommage, je n'y ai pas pensé, mais il doit être sur le site travaillermieux.gouv.fr. Voilà. Il doit me rester 30 secondes, c'est ça? Ah oui. Attention, parce que oui, d'accord. Voilà. Monsieur le ministre arrive un quart d'heure avant, donc... voilà, donc on va passer le suivant, si vous voulez bien. Merci, voilà. Donc, je voulais simplement vous dire qu'on a un exemple dans le plan régional santé-travail où l'ensemble des partenaires ont identifié la nécessité de travailler sur les établissements de soins, donc à but lucratif, à but non lucratif, hein, avec un objectif d'améliorer la prise en charge des risques professionnels. Donc direct, ARS, ARACT, Service de santé au travail, CRAMIF, on travaille avec la PHP et les syndicats de salariés pour mettre à disposition des établissements de soins un outil pratique d'aide à l'évaluation des risques. Hein, parce que c'est un sujet auquel vous êtes confronté et qui est toujours, je dirais pas un pensum, mais c'est quelque chose de complexe. Et on craint toujours de mal faire. Donc on travaille sur la mise en place d'un outil d'aide à l'établissement de ce document et qui sera disponible sur le site du Comité régional de prévention des risques professionnels. Voilà. Donc on essaye de travailler pour vous sur ce sujet, pour vous doter d'outils. Donc le site Travailler mieux, sur le site du Comité régional de prévention, l'outil d'aide à l'évaluation des risques. Et pour finir, dernier axe, dernière illustration, si vous voulez bien, je vais aller assez vite. Sur l'aspect risques psychosociaux, la Commission européenne organise dans les 27 pays européens à partir du 15 septembre, donc c'est-à-dire à partir de maintenant, une campagne de sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux. Le secteur médico-social à but lucratif et non lucratif est également concerné, un sujet de prévention, de vigilance, de méthode pour vous donner des outils. Ça se passe dans les 27 pays européens hein, sur la prévention des risques psychosociaux. Voilà. Et pour finir, alors là je crois pouvoir le promettre, je voulais vous dire un mot sur les actions en matière de consommation. Alors, ce que je voulais vous dire pour pas que vous soyez surpris, c'est qu'en matière de protection du consommateur, nos contrôles sont souvent ciblés, c'est-à-dire qu'on traite à cette occasion les plaintes qu'on reçoit, quoi, hein, clair. Donc ce qui explique que comme on sait ce qu'on cherche, on le trouve, quoi. Et ce qui explique qu'on ait ce chiffre de taux infractionnel, alors j'aime pas trop l'expression, elle est un peu, c'est là où on trouve des choses qui vont pas, quoi, en clair, est assez important dans les services à la personne. Et ce qu'on observe notamment, c'est que on a un sujet d'affichage des tarifs, de mise à jour des sites internet, puisqu'on assure le contrôle de la correcte information du consommateur sur les prix et les prestations, des prestations proposées, aussi bien dans les locaux que sur le site. Hein, donc on voit des absences d'affichage de tarifs dans les services à la personne, des tarifs peu clairs, incomplets, voire inexacts. Par exemple, on n'a pas d'indication relative aux frais de dossier, aux tarifs indiqués en hors taxe, etc. Donc on a des choses comme ça sur lesquelles il faut être vigilant. Dans les EHPAD, on contrôle les tarifs qui sont affichés. On a parfois, quand on y va, des irrégularités dans le contenu. On a l'affichage de tarifs de prestataires extérieurs qui n'est pas systématiquement prévu dans le tarif affiché, etc. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là, je ne vais pas vous assommer d'informations sur la consommation, mais on est vigilant sur ces questions qui participent de la qualité, mais que globalement, le résultat est très bien suivi des faits. C'est-à-dire que quand on vous fait les observations, ça se passe très bien. Hein, mais je pense qu'il serait intéressant que vous ayez plus de visibilité sur ces orientations et que sur le site internet de la Directe, je vais faire mettre pour le secteur
du soin, pour le secteur des services à la personne, les orientations fortes qu'on va avoir. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors ça fait un peu inventaire à l'après-vert, mais c'est un balayage général.